Tu penses pas qu'il y a une espèce d'héritage culturel de dire, bon, on était un peuple de travailleurs, on se faisait exploiter, blablabla. Donc maintenant, on se disait, tu es vraiment d'accord que tous ceux qui ont de l'argent, c'est ceux qui exploitent les francophones, puis que c'est resté culturellement? Je vais répondre à ça. Non. Je pense que c'est l'excuse qu'on se donne. On a hérité du chiolage inné latino, québécois, franco, machin. Je pense qu'on est des chioleux de nature. Bienvenue à Tout le monde a toujours raison avec mes co-animateurs toujours présents, Jean-Pierre Vaillancourt, Allô? Luc-Étienne Gagnon. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour. Numéro 1, toi? Ça va super bien. Beaucoup de changements dans vos vies, tout le monde est heureux? Oui, 2023 va être occupé. Ouais. Ah oui, hein? Ah, mais toi, tu es allé à la semaine des millionnaires avec... c'est qui organise ça? Le Club des investisseurs immobiliers du Québec. OK. Puis là, il y a beaucoup de regroupements, comme, tu sais, il y a PMML, il y a... Comme toutes les... Est-ce que Remax est là? Comment ça fonctionne? PMML est peut-être présente avec beaucoup de leurs représentants. Sinon, c'est plus Des d'investisseurs immobiliers, certains avec des milliers de portes, donc avec d'autres avec pas de portes. Ça permet de réseauter intensivement pendant une semaine sur toutes les questions immobilières. On a des ateliers, des conférences sur différents sujets. Fait que ça permet de toucher un peu à tout. Mais vraiment, c'est la force du réseautage. C'est comme un an de 5 à 7 condensés dans une semaine. Là, c'est organisé par donc, le Club immobilier. Là, vous partez toute la gang dans le sud. Oui. Puis comme tu dis, il y a des investisseurs immobiliers, il y a des excuse-moi, là, mais ceux qui financent, là, des prêteurs, j'imagine aussi, qui vont là. T'as des gens, oui, mais c'est tous des gens qui ont un intérêt par rapport à l'immobilier. Donc, des investisseurs passifs, d'autres plus actifs, des gens qui vont faire du commercial, du résidentiel, du flip. Y a-tu des conférenciers aussi? Oui, c'est ça. Durant la semaine, on a quelques matinées consacrées à différents sujets. Fait qu'il y a des focus groups. Fait que ça permet de, selon tes intérêts, d'aller voir différentes formations. Il faut faire partie du club pour y aller. Il faut avoir déjà. Non, tu dis qu'il y a des gens qui n'ont même pas Non. encore d'investissement. Là. Non, c'est ça. Il n'y a pas de membership au club. Donc, c'est vraiment. Il faut s'inscrire d'avance. D'une année à l'autre, à peu près 50 des gens reviennent. OK. Eux ont priorité sur l'inscription de l'année suivante. OK. On est autour de 200 personnes à chaque année là, qui se rendent dans ce voyage-là. Donc, Là, cette année, tu disais que c'était au Mexique, c'est ça? oui, on était au Secret à Kumal, Wow. près de Tulum et Playa del Carmen. C'est intéressant. Superbe hôtel. Toi, ça fait combien que tu fais? Là? C'est ton deuxième? C'était ma cinquième Oh, quand même. 5 ans que tu vas. cinquième semaine de millionnaire. Tu as dû faire des belles rencontres. Oui, puis là, ma fille m'accompagnait pour la deuxième année. OK. Donc, On espère peut-être avoir comme invité sur le podcast là, bientôt. Là. Elle est très active sur les réseaux sociaux. oui, 19 ans, toutes ses dents. Ouais. Et suit les traces de papa, a vraiment pogné la piqûre immobilière. Ouais. Elle est plus sur le turbo, je te dirais même. Là. Oui, elle était aveugle de littéralement de me surclasser solidement. cool, là. Maintenant, pareil. en fait, au départ, les gens, elle disait pas que c'était que j'étais son père. Donc, Ouais. mais pour les gens, elle était comme OK, c'est la fille de M. Nana ou de Luc Ouais. Étienne. Là, maintenant, c'est c'est toi le père de Caroline. Ouais. Alors, fait que ça a pris un an. Hein? Comme le switch s'est fait, maintenant, c'est moi le papa de Caroline. Je vous invite sur TikTok, elle est sur Instagram, Facebook, mais principalement TikTok et Instagram. Elle a des super... Tu sais, pour les gens qui veulent s'initier, puis pour vos jeunes aussi, là, vous avez des ados, des gens dans le début vingtaine qui ont un petit peu peur d'entrepreneuriat, ben, c'est un bel exemple. Allez la voir, ça vaut la peine. Oui, elle va bientôt faire des ateliers pour les jeunes 14-18 là, pour enseigner les rudiments Ma de fille va l'immobilier, sûrement, de ce s'embarquer. désir-là de retransmettre aux autres la passion, puis aussi de présenter les autres côtés de la médaille. Là, c'est bien beau de dire oui, en immobilier, c'est facile de réussir, mais il y a Non, beaucoup c'est ça. de travail qui se fait en amont. Ben, c'est un peu de la discussion que j'avais eue avec elle, d'ailleurs, puis quand on va l'inviter, on va en parler de ça. J'ai eu une couple de discussions avec elle en essayant de l'aider, la diriger, puis c'est un peu ce que je lui avais amené, puis j'avais dit, tu sais, quand tu vas faire ça, quand tu vas développer ce que tu veux développer, fais-le d'une façon à ce que les gens comprennent les réalités de ton cheminement, pas juste tes succès. Tu sais. Puis ça
c'est gagnant à faire ça parce que les gens, aujourd'hui, sont tellement inondés de propagation de faux messages. Là. Ah, mais tu sais, on voit la pointe de l'iceberg, mais on voit pas comme, c'est ça, tout le dessous, ce qui est en dessous de l'eau, que tous les efforts, tous les noms qu'elle a pu recevoir dans son cheminement, tous les écueils au travers desquels elle a dû passer. Puis, donc, nous tous, je veux dire, c'est jamais simple, c'est jamais facile. Puis c'est ça. Puis c'est le fun de voir que une jeune femme de son âge est rendue non seulement qu'elle est dans son cheminement, mais elle est déjà prête à partager son expérience au fur et à mesure qu'elle vit en plus. Fait qu'on va vous en garder là, parce que c'est sûr qu'on espère que Caroline va venir ce soir avec nous autres. Fait que merci. Jean-Pierre, qui est notre. Qui, toi, en fait, dans tes nouvelles. J'étais très occupé, moi aussi. Ouais. Ma fille aussi qui est en train de marcher dans mes pas d'entrepreneuriat. Je suis rendu le papa de Charlotte, 3 ans et demi. C'est plus Charlotte la fille de. Ben, c'est ça un peu. Ben non, moi, c'est sûr, c'est débordé, beaucoup de projets. Là, on travaille sur notre produit, ça avance bien. Les clients aussi, on a beaucoup de nouveaux contacts, c'est le fun. Bien occupé aussi avec le podcast. Avec le projet, aussi le réseau avec Avego. Donc, mais ça, c'est le fun pour toi. Là, je pense que tu as déjà fait une soirée. As-tu fait une soirée privée avec nous autres? En décembre, avant que je sois dans le. OK. Puis là, tu vas faire la première en tant que membre. Mais tu sais, j'ai déjà rencontré du monde de fun, fait des soirées aussi. Fait que, c'est un beau groupe. Déjà des belles rencontres des belles rencontres. Déjà des contacts potentiels. La synergie est le fun. C'est ça, très inspirant. Moi-même, je change beaucoup de choses dans ma vie actuellement autour de ça. Là. C'est génial. C'est d'améliorer ma routine. C'est le fun. Le monde rayonne à travers leur succès. C'est l'objectif de l'Authentic Mastermind puis d'Avego Academy. C'est un peu pour ça que c'est là. C'est parce qu'on est plein d'entrepreneurs qui vivent plein de choses. Puis des fois, on a l'impression qu'on est tout seul dans notre coin à patauger dans le vide. Puis c'est le fun d'être entouré de monde qui patauge aussi. Puis du monde à succès qui ont passé à travers des choses que nous, on a passé. Puis ça, c'est intéressant. Puis là, en plus, je fais une petite plug pour Avego. Maintenant, on permet. Avant, c'était vraiment que l'Authentic Mastermind. Il fallait que tu rentres déjà dans le gros membership avec tes retraites. Mais maintenant, on a le membership de l'excellence qui permet à pas mal n'importe qui, en fait, d'avoir accès à toutes nos formations en ligne, d'avoir accès à nos masterminds virtuels là, une fois par semaine, d'avoir accès à d'inviter à toutes nos soirées privées pour 50$ par mois. C'est une vraie joke, là, d'avoir accès à tout ce réseau d'entrepreneurs-là pour ça. Je pensais que c'était 80, mais en 50, c'est encore mieux. Oui, c'est 50$ par mois. Puis, un no-brainer, en fait. En termes de valeur, là, je veux dire. Tu as accès au réseau, tu as accès à un paquet de choses. Tu as quasiment tout sauf les grosses retraites, puis certaines formations seniors, là, un peu comme l'optimisation d'entreprise. On a des grosses formations. Mais là, on va faire aussi des séminaires bientôt. Olivier va préparer des séminaires au niveau de la fiscalité. Moi, je vais en faire au niveau du marketing. On va avoir un 3 jours après ça de conférences séminaires qui vont être attachés à ça à l'automne. Fait que, les gens qui sont dans l'excellence vont avoir accès à ça aussi. T'sais. Fait que ça leur fait un beau package. Fait que c'est ma petite plug Avego Academy là, parce que Jean-Pierre est quand même nouveau dans notre comme membre de l'Authentic Mastermind. Donc, lui, il va faire les retraites. Puis j'ai bien hâte de ça. Tu vas bien aimer ça, sincèrement. Moi, j'entends ma 3e année, puis la valeur des contacts que je suis allé chercher. Souvent, les gens disent, moi, mais le montant, vaut-tu la peine? Puis, tu sais, moi, je le vois pas comme une dépense, je le vois comme un investissement. Voilà. Puis, il suffit d'un deal qui est fait au travers du réseau avec une autre personne rencontrée au travers du réseau. On apprend à se connaître aussi à un autre niveau. Là. Je parle pas juste de business, on parle aussi de développement personnel. Tout ça. Fait que tu apprends à connaître les gens à un autre niveau aussi. Fait que ça... c'est une dépense corporative qui peut être mise dans formation aussi. Hein, fait que, on est supposé d'avoir une dépense dans notre entreprise sur la formation, la progression, etc. Puis ça peut partir de ça parce qu'on a des formations, on a des conférences, les retraites mastermind, on ne s'en va prendre un coup. Là, on a 3 jours de formation, on a des événements pour le bien-être, on a des invités conférenciers. Il y a tout un package. Ça, c'est plus au niveau de l'Authentic Mastermind, là, parce qu'on parle d'entrepreneuriat et d'Avego. J'aimerais ça qu'on rentre dans le sujet du salaire minimum qui augmente considérablement à partir de cette année. Je ne sais pas c'est quoi la date, mais je pense que c'est février ou mars ou dans ce coin-là. On tombe à combien déjà? Je ne me rappelle plus.
On monte d'à peu près 1,50. Là. On va être à 5,5 $ à peu près. À peu près. Là, je n'ai pas le chiffre exact, là, mais on le sait que pour les employeurs, une montée salariale de 25 sous par dollar pour chaque employé, c'est déjà énorme. Là. Fait que je trouvais ça intéressant. Je pense qu'on n'a pas le choix là, avec la montée puis la montée de tous les frais. Sauf que ça va aussi se refléter. Ça va juste continuer la bulle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres, là, par rapport à ça. Est-ce que c'est-tu un plus, c'est-tu un moins, c'est-tu juste comme une fausse réalité qui fait que le coût de la vie augmente, mais en fait, on n'est pas plus riche ni plus pauvre? Le coût de la vie augmente. Ça, c'est déjà factuel. Là. Après ça, à un moment donné, il faut que ça se reflète un peu dans les salaires, dans le sens que si on n'a pas de pouvoir d'achat, je veux dire, c'est pas une bonne façon, anyway, de pouvoir injecter de l'argent. Là. Non, en effet. Mais, puis, tu sais, de l'autre côté, c'est sûr qu'un dollar, tu sais, une pièce et demie, ça fait une bonne différence, mais, je veux dire, Quand tu as 300 techniquement, employés, oui. c'est sûr, mais ces 300 employés-là sont supposés rapporter plus qu'une pièce et demie de l'heure. Ce que je veux dire, c'est, j'ai le feeling, c'est pour avoir quand même une certaine marge de profit qui doit être déjà assez intéressante. Là. Pas obligatoirement, non. C'est les salaires minimum, right? Ou- Puis c'est rarement les gens qui ont beaucoup d'employés à salaire minimum qui sont le plus rentables. C'est- ma perspective, on va dire par exemple les IGA ou les Loblaws ou les chaînes de magasins où est-ce qu'ils ont beaucoup de personnes aux caisses, etc. Eux, ils voient déjà une grosse montée au niveau des prix. Donc, ça leur coûte beaucoup plus cher, right? La viande coûte plus cher, les légumes coûtent plus cher, l'importation coûte plus cher, l'électricité coûte plus cher. Tout a monté dans les 6 derniers mois de façon exponentielle. Et là, leur charge salariale va augmenter. On dit oui parce qu'il faut compenser pour les prix, mais ils ne pourront pas garder ça sans toucher aux prix qui ont augmenté. Fait qu'en fait, tout ce qu'on fait, selon moi, c'est qu'on augmente encore la charge financière. Fait que la personne qui avait 15 $, on va dire, elle n'arrivait pas à 14,50, puis là, elle arrive ou à 14,25, puis elle arrive à 15,50. Elle n'arrivera pas plus parce que tous les prix, il va falloir qu'ils augmentent pour compenser puis pallier à ça. Écoute, j'ai le feeling qu'en fait, c'est plus. Ça va peut-être forcer les entreprises à peut-être optimiser un peu leurs opérations, peut-être avoir un peu moins d'employés, mais nous, il manque de monde. Fait que ce que je veux dire, ultimement, si ce que tu fais à 300 employés, il faut que tu fasses avec 250 puis que tu optimises leur temps puis tu optimises tes opérations un peu, c'est peut-être pas une si mauvaise chose. Je dis pense pas que que c'est tu une es mauvaise. capable de m'amener, de te réinventer, de pouvoir être si C'est une jamais hausse du arrivé. salaire minimum Ouais. t'empêche de pivoter puis que ta business fonctionne, tu n'es peut-être pas dans le bon domaine déjà. Là. Ce que je veux dire, c'est. Mais c'est jamais arrivé qu'un employeur, là, on parle des plus grosses entreprises, évidemment, là, parce que, encore une fois, l'installateur, il payait beaucoup plus que 15 $ de l'heure. Mais tout le monde va falloir qu'il augmente aussi, parce que ceux qui sont à 15 $ en ce moment, ou 15,50, si la personne en dessous d'eux autres est augmentée à 15, ils vont s'attendre à être augmentés eux autres aussi. Fait que tout le monde va à peu près augmenter en chance, mais j'ai jamais vu une industrie où est-ce que c'est pas le consommateur qui finit par payer la facture des augmentations. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une entreprise dire on va s'optimiser pour garder les prix fixes au niveau du consommateur. Non, puis tu sais, puis même s'ils essayaient de le faire, il y a déjà, avec les 2 ans de pandémie, il y a eu déjà énormément de hausse de coûts dans un paquet de trucs. Fait que Oui. pour rester compétitif, parce qu'il y a déjà un exercice qui a été fait de leur bord par rapport à ça. Donc, oui, il reste peut-être encore de la place pour du fine-tuning, mais je pense qu'à un moment donné, ça va peut-être avoir un impact aussi où il va y avoir de l'attrition. C'est-à-dire qu'on a de la misère à avoir d'avoir des gens anyway, fait qu'on va juste plus remplacer des gens pour dire, OK, on va en pelleter plus dans le cours de tout le monde. Puis au bout du compte, oui, il va y avoir une hausse globale. Puis c'est une spirale, là, c'est ça. Plus ça coûte cher, plus il faut augmenter les salaires. Plus on augmente les salaires, le coût de plus la ça vie coûte monte. cher. Puis, c'est ça. C'est pour ça que ton dollar d'il y a 10 ans vaut une scène, j'exagère, là, mais c'est ça, ton 20 $, c'est 200. Puis, je veux dire, corrigez-moi, mais il me semble, ça me fait penser justement à la publicité puis au marketing, où est-ce que les entreprises attendent, quand ça va bien, ils ne réinvestissent pas en marketing, puis quand ça va mal, là, ils sont comme en panique, puis là, ils veulent mettre de l'argent, puis ils font des publicités partout, mais c'est pas le temps. Quand tu avais l'argent, c'était le temps. Mais j'ai l'impression que comme il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, quand l'économie allait super bien, c'était peut-être là le moment d'augmenter les salaires pour que justement on puisse l'absorber parce qu'on fait assez d'argent. Pourquoi on attend d'être dans une situation précaire pour augmenter les salaires des gens, puis qu'après ça se reflète sur le prix au consommateur,
Fait que la personne qui était déjà au salaire minimum qui n'arrivait pas se retrouve dans exactement la même situation. Tu sais, en fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on leverage le salaire pour qu'il soit au même niveau qu'il était l'année passée. Il n'y a aucun gain. Tu ne protèges pas le Non, c'est ça, mais le problème, c'est quand tout va bien, ben on est à profit. Quand on est à profit, ben on dit OK, ça va en faire plus que l'actionnaire, tout le monde va être content. Puis, tu sais, pourquoi est-ce qu'on réinjecterait de l'argent? Tout est beau, Madame la Marquise. Tu sais, je veux dire, on surfe sur notre succès, puis sans penser, sans avoir nécessairement de vision à long terme. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont été tellement impactées qui ont fermé leurs portes aussi à cause de ça. Puis certains, par la force des choses, c'est pas par mauvaise planification. Là, ta business, ça ferme pendant pratiquement 1 an et demi dans certaines industries. Ça assied les jambes de tout le monde. Surtout que c'était pas écrit dans le ciel. Là, je veux dire, dans tes pires scénarios catastrophes, tu dis OK, bon, je perds une couple d'employés. OK, je vais être un peu précaire pendant quelques semaines, voire quelques mois, mais dis, on ferme ta business, mais continue à payer ton loyer ou ton hypothèque pendant 1 an, 1 an et demi. C'est sûr que il y en a qui n'ont pas, il n'y avait pas les rangs assez solides pour passer au travers. Puis, ils n'auront pas plus, c'est ça l'affaire. On est dans une situation où est-ce que, encore une fois, je ne vois pas le bout, en fait, de comment gérer une situation comme on la gère en ce moment, right? On a imprimé de l'argent comme de l'eau, comme tout le monde dit. On a fait monter l'inflation. Puis là, on doit ajuster le tir, mais on n'enrichit personne, puis on continue à pousser les extrêmes d'un bord puis de l'autre, tu sais. Je trouve ça un peu triste, puis c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Le problème, c'est que cette charge-là financière, elle est ajoutée par-dessus toutes les autres augmentations pour l'employeur. Puis, tu sais, tout le monde dit toujours, puis c'est souvent ça, la perspective d'un employé, là, souvent, c'est de dire « Ah, ben oui, ben il y a les moyens » ou « C'est à peu près tant ». Mais la réalité financière en arrière de la majorité des entreprises, c'est pas des marges. Tu sais, moi, j'ai des amis qui sont propriétaires d'un IGA, là, puis ils m'ont montré c'est quoi leur marge. Il faut que tu en vendes du produit pour arriver à la fin de l'année. Je comprends. Mais si tes produits ont tout augmenté de 25 puis tu as augmenté tes prix de vente de 25 il n'y a aucune raison que les salaires n'aient pas suivi 25 parce que sinon, tu n'aurais pas augmenté vraiment de 25 tu aurais augmenté de 15, de 20 non. Si c'est uniquement ton coût de produit. Ben, ce que je veux dire, c'est le coût ça du fait pétrole. partie de ton coût. Ça fait partie de ton coût. Techniquement, si tu veux garder la même marge de profit en pourcentage, il faudrait que tous tes coûts augmentent d'exactement le même pourcentage. Ton salaire fait partie de ça. Fait que si tu me dis, ah oui, tous mes produits ont monté de 25 fait que j'ai monté mon prix de 25 je suis comme parfait, mais monte ton stade de 25 sinon c'est les seuls qui n'ont pas suivi. Puis toi, tu as augmenté ta marge de profit. Non, tu n'augmentes pas ta marge de profit. Tu l'as augmenté. Non, tu n'augmentes ta pas masse ta marge de salariale, profit. C'est 50 de tes dépenses. Mais ce n'est pas. C'est pas la ça. seule. Ce 50 %-là, il n'a pas augmenté de 25 C'est ton produit sur tablette. C'est parce que c'est deux choses complètement différentes. Ton produit, tu n'augmentes pas ta profitabilité du tout. Tu fais juste l'ajuster. Donc, tu fais le même profit que tu faisais avant. Ton salaire fait partie de tes dépenses. Ça affecte ton profit. Et donc, non. Encore une fois, touchons pas au salaire. Leur coût actuellement augmente à cause du coût du pétrole, de l'importation, le manque de main-d'œuvre, etc. OK? Ça fait une augmentation de coût de 20 du produit sur tablette. OK? Staff excluded. Donc, tu augmentes le coût, tu augmentes ton retail value de 20 parce que ton coût a augmenté de 20 Ta profitabilité, elle n'a pas changé. Donc, quand tu augmentes... Eh oui, c'est vrai. C'est pas vrai parce que si tu regardes dans le poste de dépenses en général, tes salaires, là, mettons qu'ils représentent, on va dire, ils représentaient 50 tu as augmenté de 20 bien, ça veut dire que ton salaire, peut-être maintenant, ça veut dire qu'il représente 42 de tes dépenses, tu as augmenté sauf les salaires. Fait que nécessairement, si dans tes opérations totales, tu as baissé, tes salaires sont restés égaux puis tu as augmenté le même pourcentage ton prix de vente, tu as augmenté ta marge. OK, toi, tu assumes. OK, attends, là. C'est parce que là, toi, tu assumes que. OK, encore une fois, là, nous, on argumente souvent sur le détail. Puis là, tu argumentes sur un détail qui n'est pas. Non, mais c'est parce qu'il argumente sur un détail qui n'est pas le même. Ouais. Toi, tu assumes que le commerçant augmente d'exactement le même pourcentage que son augmentation du produit final. C'est ça qu'on s'est fait dire, en tout cas. Non, il n'y a personne qui a dit ça. Il n'y a personne qui a dit ça. Là, tu assumes quelque chose. Moi, ce que je dis, c'est qu'il augmente ses coûts, puis il ajuste ses prix selon les coûts d'augmentation. Il n'y a personne qui a dit « Ah, j'ai reçu des augmentations de 20 fait que ça va être 20 ». C'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que ses coûts augmentent, puis il doit ajuster les coûts aux consommateurs en conséquence de l'augmentation des coûts, right? Excluant le salaire, excluant son loyer, excluant le reste.
Si tu prends juste le coût du produit sur tablette, là, je te parle juste le coût du produit sur tablette, et que tu ajustes ton coût en conséquence de ton coût de produit sur tablette, tu as déjà une augmentation considérable à cause des frais d'importation. Tu vas ajouter à ça ce que tu dis. Donc, l'augmentation des salaires, l'augmentation de ton loyer, l'augmentation de tous tes frais courants. Là, il va falloir encore une fois que tu ajustes au consommateur. Donc, le consommateur, à la fin, paye. Toi, tu ne fais pas plus de profit. Là. Tout ce que tu as fait, c'est que tu t'es ajusté à la nouvelle économie. Donc, si ce que tu dis, ça veut dire il n'y a pas eu, ça a augmenté de 20 donc augmenté 20 les prix. Donc, tu dis qu'ils sont allés au prorata pour garder Mais normalement, c'est ce qu'ils font, en effet. Si on fait ça, ça veut dire que les seules personnes qui n'ont pas suivi, c'est les consommateurs qui reçoivent un salaire. Parce que sont consommateurs, mais on est d'accord là-dessus. Cette partie-là, on est d'accord. Ça veut dire que c'est eux qui prennent la plus grosse partie du hit de l'augmentation du coût de la vie, puis ça ne fait pas de sens. Parce que ça veut dire que l'entreprise en soi va augmenter on dit la même affaire. Alors, cette partie-là, on dit la même affaire. La différence dans ce que tu dis, c'est le problème, c'est qu'on brise la chaîne rendue à eux. C'est ça le problème là-dedans que je vois. C'est pas l'augmentation des coûts. Non, mon argument n'est pas là. Mon argument, et je suis d'accord avec ça, je dis que c'est un coup d'épée dans l'eau dans le sens que là, on va augmenter le salaire, puis on va encore refléter ça sur le coût du produit final, ce qui veut dire que ton salaire, ton augmentation de salaire, elle n'a aucun impact économique. C'est ça que je veux dire. Dans le sens que tout ce que ça fait, c'est que ça te garde au même niveau que tu étais parce que là, tous les niveaux ont monté. Et ce que je dis, c'est que l'augmentation de salaire aurait dû avoir lieu pendant que l'économie allait bien. Ça, je suis d'accord. C'est ça, je dis. C'est juste ça, je dis. En pourcentage, nécessairement, si tu augmentes les salaires, avec ce qu'on vient de dire, c'est pas supposé avoir. Si tu augmentes les salaires de 10 c'est pas supposé augmenter le prix de vente de 10 pour la même raison qu'augmenter. C'est le même Encore principe. une fois, là, tu tombes sur des chiffres d'exactitude que. Non, mais c'est important. Parce qu'on parle du pouvoir d'achat. Fait qu'à 15 et 25 ou à 15 et 50 le pourcentage a une très grosse. Et qui tu penses qui va absorber cette augmentation? Le consommateur. Parce que je dis, c'est que si. Exactement. Si les prix augmentent de 5 pour que les salaires augmentent de 10 ben. Non. C'est exactement c'est juste le prorata en ce moment. Ce que j'essaie de dire, c'est que la personne qui fait 15 de l'heure, elle ne vivra pas mieux que quand elle faisait 14 de l'heure. That's my point. Je suis pas d'accord. Mais son coût de vie augmente au même ratio que son salaire, sinon, peut-être même moins. Il va peut-être vivre encore moins bien, en fait. Donc, ça, c'est comme avoir un double discours. Quand mes coûts augmentent, je n'augmente pas équivalent de pourcentage. Ce que je veux, c'est garder ma marge de profit. Mais quand je vais augmenter les salaires, je vais l'augmenter de plus. Là, mais quand est-ce qu'on a dit ça? Non, parce que tu as dit, c'est si tu dis, en les augmentant, ils vont avoir un moins gros pouvoir d'achat, ça veut dire que le prix va augmenter plus que non, leur c'est salaire. que le coût de la vie a augmenté plus, oui, en effet. Oui, parce qu'on ne parle pas juste du produit sur tablette, on parle aussi des coûts de l'électricité, on parle du coût du pétrole, on parle des... juste les taux d'intérêt aussi. Là, les taux d'intérêt. Qui ont explosé. Les gens en renouvellement hypothécaire en ce moment. Il y en a qui se demandent comment ils vont faire pour garder leur maison. C'est pas le public cible de ceux qui travaillent au salaire minimum, là. Quand même. Non, mais les loyers, je m'excuse, mais les loyers augmentent double. Là, tu as les organismes pro-locataires qui prônent le gel des loyers. Ça, c'est irréaliste. Non, mais c'est ça pareil, le discours qu'on tient. OK, faisons en sorte que avoir un toit, c'est un droit. Donc, il faudrait que les propriétaires assument toutes les hausses d'assurance. Et puis, j'ai reçu ma hausse, moi, tabarnouche. D'intérêt et de tout ça, c'est sûr que... pour garder les loyers au même prix qu'aujourd'hui. OK, mais est-ce qu'on a fait la même chose avec l'essence, avec l'épicerie, avec tout le reste? Parce que ce propriétaire-là, toutes ces autres dépenses-là, lui, il y en a eu une augmentation. Puis, donc, de ne pas permettre d'au moins s'ajuster, encore une fois, pour que lui aussi, au bout du compte, en retire le même profit. Sinon, privatisons tout l'immobilier au Québec, multilogement, puis que ce soit le gouvernement qui rachète toutes les bâtisses. Oui. Le rendre public, en fait, là, le nationaliser. Nationalisons, c'est ça, l'immobilier. Parce que, je veux dire, sinon, ça va se faire au détriment de quoi? Au détriment des rénovations, de l'entretien des immeubles. C'est quoi le nom de développeur immobilier, Luc? C'est lui qui a plein de taux? Luc Poirier. Qui a partagé quelque chose sur LinkedIn cette semaine là, qui disait, dans le coin de Mont-Royal, le Blue Bonnet,
où est-ce que le gouvernement exige ou la ville exige une partie de logement abordable, puis il explique que en faisant s'il accroît le nombre de nouvelles constructions, ça va rendre les anciennes constructions plus abordables. Bien sûr, toute une théorie, mais c'est un peu ça, tu sais. On est dans un stade où est-ce que tout le monde tire un petit peu sa couverte. Puis moi, mon point par rapport à ce qu'on disait, c'est si c'était juste la pomme sur l'étagère, peut-être qu'on arriverait, mais les augmentations sont tellement faramineuses que l'augmentation qu'on va avoir un impact sur le commerçant ou sur l'entrepreneur plus que sur le portefeuille. Puis malheureusement, on ne peut pas le faire, là. OK? Right? Dans le sens qu'on ne peut pas augmenter les salaires. Là. C'est pas ça que je dis. On n'a pas le choix. Ça, je suis d'accord. Mais c'est que tout monte avec ça. Puis c'est dû à quoi? À justement une augmentation de tous les coûts de vie, loyer, etc. Fait que l'impact de cette augmentation-là, elle est malheureusement comme trop tard dans le cycle économique. C'est ça que j'essaie de dire. Je serais vraiment curieux de voir qui a augmenté où. Là. Parce que je disais, à la fin, là, c'est comme si on avait un cercle, tout s'influence, tout augmente. Puis là, on arrive aux travailleurs, puis on dit, ah non, c'est là que ça aurait dû se couper, parce que là, on ne peut pas l'augmenter, parce que ça va repartir la boucle. Non, c'est pas ça que je dis du tout. Non, mais tu dis, ça va. Non, Les ce que prix je ont augmenté, dis, c'est tous que les c'est prix ont trop augmenté. tard. Ce que je dis, c'est que l'impact de cette augmentation-là va se refléter. Elle est trop tard. Si on faisait ça, comme je le répète encore une fois, si on augmentait le salaire minimum quand l'économie va bien, on vivrait une situation où est-ce que là, s'il y aurait une augmentation ou un ajustement, la personne au salaire minimum aurait un impact. Ça aurait un impact sur son portefeuille parce qu'elle a eu une augmentation parce que pendant que ça allait bien. Là, l'augmentation qui fait un réajustement par rapport à l'économie fonctionnerait. Mais vu qu'on le fait toujours à la dernière minute, l'impact sur le portefeuille de cette personne-là, elle est quasi inexistante. C'est comme quand le gouvernement imprime de l'argent parce qu'il manque de l'argent. C'est le même principe. Tu étouffes l'économie. Puis après ça, tu compenses parce que tu as fait l'économie. Moi, mon argument, c'est en tant qu'entrepreneur, j'aimerais mieux avoir des employés qui ne sont pas au salaire minimum puis qui soient en santé quand il y a une crise économique qui arrive. Ah, ça, c'est certain. Right? Fait que ton dollar, l'obligation, c'est comme les gouvernements, là, quand l'économie va bien, devraient peut-être dire aux grosses méga entreprises qu'ils ne le feront pas par eux-mêmes. OK, l'économie va super bien, tout va bien, vous faites de l'argent, on augmente le salaire minimum. Au lieu de le forcer quand, non, il y a un mur qui s'en vient, les gens vont se ramasser dans la rue, on va augmenter le salaire, mais les hausses sont de 20 %, mais on va les augmenter, on va augmenter le salaire minimum de 3 %. T'sais? Mais en même temps, la discussion sur le salaire minimum est là depuis plusieurs années, même pendant que ça allait bien. Puis ça a toujours eu lui-même un peu réaction. Mais ça, c'est depuis toujours. Mais c'est ça, exactement. En même temps, qu'on dit que ça va avoir un impact sur la hausse des prix, je veux dire, ça a toujours été l'argument principal de moins si on augmente le salaire minimum, tout va augmenter. Ça a toujours été ça, même avant que ça allait vraiment mal récemment. Oui, là. parce que la majorité de la population est au salaire minimum, right? Les paliers de richesse, c'est toujours. Ça va comme ça, là, right? Fait que de plus de monde au salaire minimum, puis après ça, un peu moins de monde, puis après ça, un peu moins de monde, puis un peu moins de monde, right? Puis tu as raison, l'argument, c'est souvent ça. Mais je pense qu'on la communique mal, cet argument-là. Dans le sens que oui, quand on augmente le salaire minimum, on augmente les coûts de la vie, puis là, donc, parce qu'il y a plus de monde qui sont au salaire minimum, puis le commerçant, la majorité des commerçants n'ont pas des énormes marges de profit, fait qu'ils n'ont pas le choix, à part les industries, là, ils n'ont pas le choix de s'ajuster en conséquence, fait que ça fait comme un cercle vicieux. Le problème, c'est que souvent, quand on entend ce discours-là, on a l'impression qu'on est en train de dire qu'il ne faut pas augmenter le salaire minimum. Puis moi, ce que je dis, c'est qu'on devrait changer ce discours-là on devrait augmenter les salaires minimums quand l'économie va bien pour pallier à l'impact de cette situation-là quand l'économie va mal. Non, ça veut dire que dans le discours, même dans la réception générale du public, ça serait différent. Là. Parce C'est que ça, là, on est c'est déjà ça. dans une situation de crainte. Fait que là, déjà. Il est trop tard. C'est ça mon point. C'est ça. Non, ça, je suis d'accord. Ça, je peux OK. pas. Je peux pas être plus d'accord que ça avec toi. Là. Ils sont d'accord. On s'assistera sur les Qu'est-ce que tu détails dis? des pourcentages des chiffres après, parce qu'il y a quand même On quelque les a chose, pas. Le point, c'est qu'on ne peut pas assumer que IGA va augmenter tous ses prix de 20 % parce que les coûts du produit est 20 %. On ne peut pas assumer ça, on ne le sait pas. On ne peut pas assumer
que telle industrie va le faire, telle industrie ne le fera pas. On peut assumer que les méga grosses industries, le moins qui touchent à la masse salariale, le plus ils sont contents. Oui, c'est ça. Mais je fais juste de... En tout cas, on en reparlera un petit peu plus après, mais le principe étant que soit tu conserves ta marge de profit, soit tu es prêt à la réduire. Oui. Et après ça, tu veux la conserver, ta marge de profit, ça fait aucun sens de ne pas augmenter de façon égale l'ensemble de tes postes de dépenses. On est d'accord. Mais toutes les industries essaient de ça, on sauver est de d'accord à l'argent. 100%. C'est ça que je veux dire. Parce que c'est juste les salaires que tu n'augmentes pas. Bien là, ça devient un faux débat. Tu fais juste mettre la pression sociale sur un salaire minimum. Ou si c'est de créer un débat. Là. 100% d'accord avec toi. C'est comme Netflix en ce moment là, qui veut changer sa politique d'abonnement pour plus partager les abonnements. Ça, c'est la pire affaire. Et là, le clash, en tout cas que moi je vois venir, puis que plusieurs voient venir, c'est de dire ben, combien de personnes vont abandonner la plateforme ou vont s'abonner sporadiquement un mois sur 2, un mois sur 3 pour écouter les séries qu'ils veulent, puis aller butiner ailleurs. Parce que, juste dans ma situation à moi, j'ai un chalet, j'ai mes enfants une semaine sur 2, j'ai le même compte sur les trois résidences. Je ne suis pas en train de le partager avec 3 amis, là. Mais aux yeux de Netflix, c'est ça qui va arriver. Fait que là, ça va me prendre 3 abonnements de Netflix pour regarder la même affaire, aussi souvent que si j'étais toujours dans la même maison. Ben, je m'excuse, je ne m'abonnerai pas 3 fois. C'est ça le gros problème. En fait, on comprend la problématique. Je pense que tout le monde est d'accord de dire si Netflix avait une façon magique de vraiment arrêter le password sharing, tu dis OK, je peux comprendre que ça soit... Mais par contre, de venir briser l'expérience utilisateur pour les utilisateurs payants et légitimes, ça fait aucun sens. Ils sont déjà dans une mauvaise posture. C'est eux qui chargent les plus cher. Ils commencent à avoir une mauvaise réputation parce qu'ils coupent des séries après une saison. Puis là, après ce move-là, je veux dire, c'est pas juste le password sharing qui vont bloquer, c'est les utilisateurs en général. Toi, justement, il faut que tu aies à ton chalet, dans la nouvelle façon de faire de Netflix, il faudrait que tu te génères un code qui fonctionne au chalet, mais c'est obligé de te le générer avant. Puis là, ben, au-delà de tout ça, juste pour que le monde le sache, là, ça serait basé sur le nom du réseau sur lequel tu écoutes Netflix, mais tu l'écoutes sur ton téléphone, tu n'es pas encore sur le réseau, tu es sur la route, il te faut un code. Il te faut, tu sais, tu viens vraiment envenimer la relation ou l'interaction que la personne va avoir avec le. C'est une façon de s'achever. Là. Oui, puis c'est comme lui, il dit, le plus gros problème de Netflix dans cette dynamique-là, ça fait des années que Netflix dit qu'ils veulent changer ça. Il aurait dû le faire il y a longtemps. Encore une fois, c'est une question de timing, n'est-ce pas? Ça fait comme 5 ans qu'ils parlent qu'ils veulent amener quelque chose qui va empêcher les gens à partager leur code Netflix. Puis là, ils font en plein milieu d'une crise économique, mais non seulement ils font en plein milieu d'une crise économique, mais ils choisissent quand il y a toutes les plateformes disponibles. Je veux dire, on a Paramount Plus qui vient d'enlever une des plus grosses séries à Amazon Prime, right? Parce qu'ils ont décidé de sortir leur propre service. Puis là, si tu es sur Prime, il faut que tu payes un extra pour avoir Paramount Plus. On a, écoute, moi je suis sur tout, là, j'ai Apple, Disney, aussi, Paramount Plus. Crave. Ouais, j'en ai 6 déjà. Fait, qu'est-ce qui puis les séries de Netflix, malheureusement, il y en a 2, 3 de bonnes, mais il y a des mois et des mois où il n'y a rien qui bouge. Mm-hmm. Right? Il est sur tout d'une shot, puis après ça, ben, t'attends. Moi, je binge-watch. En ce moment, là, ça fait 3 mois que j'ai rien vraiment d'extraordinaire qui est sorti sur Netflix. Ce que ça va faire, c'est que mon compte Netflix, je vais le garder parce qu'il y a des séries que j'aime, mais par contre, je vais passer au plan à genre 5,99 par mois au lieu de prendre plan en famille. Puis quand on va être à l'extérieur, ça va être Amazon Prime, ça va être les autres. Puis chez nous, je vais écouter ces séries-là, mais ils vont perdre de mon côté 80% du revenu. Tu sais, c'est plus, tu choisis le mauvais cheval de bataille. Tu fais augmenter tes revenus, augmente la qualité de ton service, augmente le contenu, arrête de couper des saisons, rend tes clients heureux pour qu'ils restent abonnés. Ils perdent déjà des abonnés. Fait que tu sais, tu fais juste empirer, là. Oui, exactement. Mais puis le système qui parle, il n'a pas l'air logique non plus parce que, je vais donner un exemple. Là. Il parle, quand tu changes de système Wi-Fi, tu dois re-rentrer ton code ou reconfirmer que c'est toi. Mais quand tu es sur un cell ou en voyage, je veux dire, tu changes de tour à toutes les 4 secondes. Voilà. Là. Ça ne marche pas. Tu es sur un autre réseau, en fait, là, constamment. Ben oui. En fait, tu n'es même pas sur un réseau Wi-Fi, tu es sur le réseau. Non, ouais, chaque fois que tu changes de tour de secteur. Non, moi, j'irais plus comme par appareil. Tu sais, OK, quand cet appareil-là a été validé sur ton réseau principal, chez nous, OK, c'est
les téléphones ou les tablettes des enfants. Quand ils sont chez leur mère, ils utilisent le même appareil. Bon, ben, OK, il a été vété chez nous dans un premier temps, puis OK, ils reviennent en dedans de 30 jours, OK, ils passent là. Bon, à la limite, tu dis, OK, c'est correct, là, tu sais, justement, ça empêcherait que tout le monde a des ordinateurs ou des Apple TV différentes, puis, tu sais, quand c'est ton chum, ben, il ne traîne pas nécessairement son Apple TV chez vous pour... bon, ben OK, lui, qui se mette à payer ou qui offre un service de partage famille plus, puis OK, ça coûtera 10$ de plus par mois, puis tout ce beau monde-là restera sur la même plateforme, là. Surtout qu'il y a plusieurs modèles qui fonctionnent comme ça. Le Microsoft, avec ses licences fonctionnent comme ça. C'est par appareil. Adobe, tu veux te connecter sur un 3e appareil ou un 4e, tes 3 premiers. Moi, j'ai 2 laptops, un ordi. Des fois, je change. Il faut que je me déconnecte de un. Mais on s'en fout du réseau, c'est l'appareil que tu valides. Puis merci, bonsoir. Peut-être que moi, j'ai le forfait famille Netflix. Oui, moi aussi, le famille, je vois ça à 25,99. Puis c'est un mot de passe pour tout le monde, hein? Fait que peut-être qu'il devrait juste, comme forfait famille, exiger un mot de passe par personne. Ça réglerait le problème. Là. Tu pourrais techniquement créer un compte pour ton voisin qui aurait son propre mot de passe. Mais je pense que mais tu payes famille pareil. Je veux dire, tu le payes, le forfait multi. Parce que je pense que tu es déjà limité par le nombre de comptes que tu peux créer dans le forfait famille. Je pense que c'est 4 ou 5. 5. Bon, bien, que ce soit ton mononcle ou que ce soit whatever, it doesn't matter. Tu as le droit à 5, tu as le droit à 5. Là. Ça, c'est la partie que je suis d'accord de dire pourquoi ça serait le même foyer. Tu sais, charge le prix que ça coûte 5 comptes. Fait comme un bundle, en fait. Là. Ben oui. Au lieu de dire que ce soit le même foyer, ben, tu sais, parfait. Si c'est juste l'observe, c'est juste comme un prix de groupe rendu là. Puis il augmente considérablement Netflix d'une année à l'autre. C'était 12$ parce que quand je l'ai pris, ce forfait-là, ou 10$. Ouais, ça a monté, moi, j'ai commencé à 9,99$. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais, après ça, c'était comme bon, plus pour avoir le 1080p. Après ça, plus pour avoir le 4K. Après ça, plus pour avoir une ou deux connexions en simultané. Puis, tu sais, il y en a. Mais c'est quoi la solution? Le Canada a eu l'entente de création de contenu francophone aussi. Oui. On a payé pour ça aussi. Ça... Oui. Mais OK, fait que là, disons que moi, demain, je me pars un streaming service, je m'appelle Netflix, je charge 45$ par mois, disons. Forfait famille. Je ne sais plus combien je paye. Ça doit être 30, pas loin de 30$ en ce moment. Je pense que c'est 25, 25,99. Bref. Disons 30$ avec les taxes. C'est quoi la solution? Comment je fais pour... Ça serait quoi la meilleure solution? Comment je fais pour gérer ça? J'arrête les forfaits famille? Non, par device, tu assumes le fait que les gens ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur compte, que si c'est 5 comptes dans le compte, c'est ça. Parce qu'à la fin, le problème existe, mais la question, c'est qu'est-ce qui coûte le plus cher? Essayer de le résoudre ou l'assumer? Tu sais, l'assumer, cette perte-là de revenus, il fonctionne, Netflix, là. Je pense pas qu'il soit déficitaire, là. Ce que je veux dire, c'est qu'ils fonctionnent déjà comme ça. Sauf qu'ils ont été comme 15 ans déficitaires et qu'ils ont 15 ans à rattraper. Oui, mais ça... Ouais, mais je pense que la solution passe par, comme on disait, un abonnement par licence. Comme ça, ben OK, tu as un device qui te bouffe une licence à chaque fois. Puis après ça, ben OK, il faut que tu déconnectes. Tu sais, je trouverais ça moins pénalisant pour les familles de dire, OK, normalement, tu vas avoir une ou deux télés principales, puis le reste, ça va être des tablettes. T'sais. Bon, ben, quand tu es rendu à 5 tablettes distinctes là, ou 5 appareils distincts au sein d'une famille, au pire, tu en déconnectes une temporairement, puis tu peux faire ça. Tu en déconnectes une pour reconnecter l'autre le temps de l'écouter. Je trouve que ça serait moins problématique. Mais ça revient à la même affaire. Je veux dire que tu peux pas vraiment savoir si le mobile du voisin. Non, mais c'est ça. Mais c'est parce que ça pourra être le mobile du voisin rendu là, puis je paye pour 5 licences. Ça aura beau être au sein du même foyer ou 5 de mes chums qu'on a chacun un iPad de plugger dessus. Mais là, ce qui arrive, c'est que présentement, je peux avoir plusieurs usagers qui ont chacun plusieurs appareils. Puis, aux yeux de Netflix, ben, c'est ça qu'ils veulent essayer d'endiguer. Mais tu ne pourras jamais l'endiguer. Tu as laissé ça passer pour gagner des parts de marché, pour rendre tout le monde addict à ta plateforme. Ben, tu dis, OK, là, maintenant, je vais juguler tout ça, puis je vais régulariser tout ça, puis trop tard, là. Tu vas créer un backlash qui va être tellement grand que tu vas y perdre plus que tu vas y avoir à gagner. Netflix a quoi? Netflix a 3 façons de faire de l'argent. Soit la publicité, parce que les forfaits de base ont la publicité, ils peuvent augmenter leur prix.
où ils peuvent augmenter leur nombre de users. Les forfaits de base ont la publicité? Moi, j'ai vu ça parce que quand j'ai vu la hausse, j'étais curieux de voir c'est quoi les autres forfaits, parce qu'au moment que je l'ai pris, comme vous autres, probablement, il y avait un seul forfait. Ouais. Fait J'avais que même moi, ils pas. ont de la publicité maintenant sur les forfaits, mettons, Ouais. à 6$. Mais ce que Ouais, je dis, c'est qu'il y a même pas il y a ça. 3 façons. Sauf qu'en ce moment, ils perdent des utilisateurs parce que le contenu qu'ils créent, il n'est pas toujours bon, puis ils le coupent après une saison. Ouais. Ils veulent augmenter les tarifs, même s'ils gardent égal. Le fait de couper le partage de connexions ainsi de suite, c'est une façon d'augmenter les tarifs indirectement. Ouais. Ils le font, mais ils vont perdre des utilisateurs. Fait que, tu sais, à quel point ça va compenser? Fait que, tu sais, je pense que c'est pas la bonne façon. Il faut qu'ils augmentent le nombre d'utilisateurs en créant du contenu qui fait du sens. Puis c'est pas pour rien qu'on paye toutes les autres plateformes. Si on était satisfait avec une plateforme, on paierait une plateforme. Ouais. Oui, mais c'est tellement rendu fragmenté. Puis, tu sais, il y avait cet exemple-là dans la presse cette semaine, on parlait des matchs de soccer, tu sais. Quelqu'un qui veut suivre toutes les ligues dans toutes Ah, les... il faut que je sois membre de Il faut qu'il y ait 5 plateformes, ça coûte 500$ par mois. Ouais. Par mois ou par année. Ouais, je pense que c'est des forfaits par année. Pour réussir à avoir accès à toutes les plateformes, pour des fois, comme écouter un match de la finale de la Ligue des champions de machin, tu sais, fait que tu dis, wow, OK, on est rendu là. Tu sais, avant, bon, on avait tous des télégénéralistes, tu payais un forfait avec Vidéotron à 30, 40, 50$. Puis tu avais toutes les T'avais chaînes. tout. Là, maintenant, avec toutes les chaînes spécialisées, ils ont toutes beau être 10, 15$ chaque, mais quand tu les mets ensemble, tu dis. Ah non, moi, ça me coûte hey, une beurrée par j'ai même mois, plus là. la télévision généraliste, justement, parce que, tu sais, juste à m'abonner à 2-3 plateformes, j'étais rendu au même prix. Puis, bon, au moins, j'avais des films à l'infini. Ils sont trop greedy. Pour vrai, là, il faudrait qu'il y ait un forfait qui englobe les plus gros joueurs. Parce que Amazon, c'est un petit peu ce que j'aimais originalement, c'est que tu peux t'abonner à d'autres réseaux à l'intérieur d'Amazon. Tu vois, moi, Apple TV, je pensais que j'avais le package Apple TV, puis finalement, j'ai comme quoi, 6 séries gratuites, puis le reste, pour tout, je paye de l'extra. C'est vraiment pas génial, là, le forfait d'Apple TV. Je vais finir Ted Lasso, puis après ça, je cancelle. Ben, en fait, ce qui arrive avec Apple TV, c'est toutes des séries originales, mais ils n'ont pas le volume qu'on a sur Netflix. Fait que tu as un film qui sort à tous les 2-3 mois, tu as des séries. La qualité est là, mais tout est extra. Là. Mais la quantité, ben, je veux dire, tout extra, dans le sens que Apple TV, tu as accès comme via iTunes à toutes les dernières nouveautés de films mais qu'il faut que tu payes pour. Mais les séries aussi. Il y a plein de séries qu'il faut que tu payes pour. Ben, à ce moment-là, c'est que ce n'est pas du contenu original. Sinon, le contenu original, il est inclus dans ton Apple TV. Oui, mais il n'y en a pas de contenu original. Ben, je veux dire, c'est ça que je te dis. Ils n'ont pas le volume. Là, c'est ça. Mais il coûte cher. C'est pas donné à Apple TV ben, pour ce que tu reçois. Là. Quelques piastres par mois. Mais pour pas grand-chose. C'est un peu comme Prime au début aussi. Prime Vidéo, mais il faut dire que tu payais Non, l'abonnement Prime, Prime parce que acheté... tu avais aussi musique, tu avais aussi la livraison que tu faisais partie d'un package. Oui, puis il avait acheté... Mais au départ, il avait acheté un gros carnet de vieux titres. Fait que ça te permettait au moins de louer des vieux films des années 80, 90, début 2000. Là, Apple, t'as même pas ça. Ah ouais? Ouais, t'as comme les... J'avoue qu'Apple, je suis pas abonné. Ouais. Mais en tout cas, mais là, donc la solution, on disait, ça serait ou d'absorber le coût. Moi, je pense qu'ils devraient juste continuer comme ils sont là. Pour vrai, là, je pense qu'ils rêvent en couleur. Mais où j'irais avec un système de password par membre de la famille. Fait on pourrait aller avec un authentication app. Comment on dirait ça en français? Comme les 2FA, les codes, ça serait quoi? Les applications d'identification. Oui, fait qu'il y a des applications qui génèrent des codes aléatoirement, puis tu dois avoir ce code-là pour pouvoir te connecter, puis il ne peut pas être généré par 3-4 applications, juste par une. Fait que si chaque personne, disons, dans ta famille aurait comme son code d'authentification, il pourrait utiliser n'importe quelle application. Ça serait une façon de le faire. Une façon de faire aussi autre, là, c'est un petit peu plus technique. Tu regardes... Tout est dans le domaine du blockchain. Quand tu as un wallet, tu peux faire du Zero Knowledge Proof, ce que tu peux authentifier, tu peux prouver que tu possèdes une licence sans même vraiment donner tes informations. Dans un contexte comme ça, ces genres de choses, il ne faudrait pas partager, exemple, avec ton voisin. Et tu es capable de faire ça, sur tes devices pour avoir des certificats qui représentent ça. En fait, ça serait quelque chose à développer puis à par contre, c'est que le mot blockchain ou Web3, ça fait peur aux gens. Tu as l'impression, OK, tu sais, mais l'utilisateur, il ne sait pas. Disons, tu y vends... un NFT, mais tu ne dis pas que c'est un NFT, right? Ben, c'est la gestion du wallet, c'est la gestion de... C'est pas centralisé. Il y a beaucoup de choses derrière ça, mais ça serait une solution. Mais je pense que la solution ultime, pour l'instant, c'est arrête de faire chier tes utilisateurs, rends-les heureux. Ça, c'est le numéro 1. Oui, mais fait que Netflix...
Netflix se sont popularisés à faire chier leurs utilisateurs. C'est pas récent, là. Ils ont toujours fait Il y ça. avait le monopole, il y avait un peu carte blanche. Mais tout le monde disait ça. À chaque fois qu'ils ont fait des affaires exorbitantes, ils cancellent la meilleure série. Là, tout le monde se lève. Ils ont des séries qui sont rentables au maximum, puis ils les cancellent. Après une saison et demie parce que le nouveau directeur de contenu, il veut mettre son argent sur une autre série. Right? Ce qui est inexcusable pour les utilisateurs. Là. Exact. C'est quand tu les additionnes, c'est là que le monde va quitter. Mais on parlait de, tantôt, tu disais qu'il faudrait un peu tous les mettre ensemble. Puis ce qui va devenir les agrégateurs, c'est les distributeurs de télécom, dans le sens qu'exemple, en ce moment, tu regardes chez TELUS, tu peux payer un plan, mettons, 25,99, puis ça vient avec Apple, justement Apple TV. Là. OK. Ça vient avec aussi Netflix, ça vient avec. Fait que ça va devenir eux des agrégateurs parce qu'ils vont dire on a un pouvoir d'achat, ils négocient des deals, ils mettent ça ensemble. Ouais. Ça va devenir ça, l'espèce. Mais encore là, c'est drôle parce qu'ultimement, c'est bon, de dire comme là qu'il y avait le câble et ainsi de suite, puis ça revient en même place. T'sais. Ouais. Peut-être. Peut-être que ça va être comme ça, comme Rogers va te vendre ton forfait. Puis là, ça va être un utilisateur par forfait. Tu ne pourras plus avoir des forfaits famille. Il reste que la meilleure façon dans le futur de prouver l'identité de quelqu'un, ça va être C'est à le travers blockchain. le blockchain. Ah, ça on va est être à d'accord. travers le truc qui s'appelle Ethereum Identity, Sign in with Ethereum, qui est une fondation qui travaille là-dessus. C'est vraiment fascinant. Ouais. Il y a plein de choses de trippant là-dessus. Ouais, mais juste sign in le avec ton password, wallet. tu peux faire copier-coller, tu l'envoies chez quelqu'un, puis il n'y a aucun impact. Tu as l'impression que c'est ton identité, puis tout est lié à ton compte. Ben là, tu ne veux pas partager ça avec qui que ce soit. T'sais. Oui, ça serait vraiment la meilleure façon. En fait, c'est ça qui devrait être proposé. Je pense qu'il faut donner encore un bon 3-4 ans avant qu'on soit rendu là puis que le consommateur fasse confiance. Encore plus que ça, c'est avant que les business fassent confiance au blockchain. Oui. Ouais. Changeons de sujet. Sujet numéro 3. Qu'est-ce qu'on a sur la On va table? parler de MrBeast, que tout le monde parle en ce moment, Beast. comme si c'était nouveau qu'il soit... Oui, fait que M. B, je vais donner un petit peu l'historique de c'est qui M. Beast pour ceux qui ne connaissent pas, parce que dans le Québec français, il n'est pas particulièrement connu. Ah, quand même, ben, c'est le pour YouTuber le le plus 20 populaire de la planète. Là. Oui, mais pas tant, pour vrai. J'en parle souvent à des Québécois. Puis, tu sais, les Québécois, on a un micro-société. Donc, M. Beast est en effet pas le YouTuber le plus populaire parce qu'il est toujours deuxième. C'est toujours PewDiePie qui est premier. Ah, il a dépassé PewDiePie. PewDiePie leur rattrape. C'est comme suivre Exact. le top 1 des plus riches du monde. Mais c'est celui qui génère le plus... en fait, qui a la croissance la plus stable, puis qui génère le plus d'intérêt, puis bon. Ce qui fait, lui, plus de revenus, qui dépense au fur et à mesure d'ailleurs, fait qu'il n'en reste jamais pour lui. Fait que lui peut... il peut faire 10 millions sur une émission, il va prendre ces 10 millions-là, puis il va l'investir dans sa prochaine émission. Puis il fait ça depuis des années. Il va mettre 2 millions dans une vidéo de 8 minutes. Là. Ouais. Mais c'est parce qu'il n'y a pas juste son channel. Il y a plusieurs channels, il y a beaucoup de revenus publicitaires, mais il y a aussi une chaîne de restaurant, Beast Burger. Il y a, oui, puis qui n'est pas un vrai restaurant. Lui, il a inventé un concept de restauration où est-ce que c'est lui qui l'a inventé. Là, tout le monde commence à le limiter. Mais il sous-traite ses burgers à des places de burgers locales. Mais là, il y a un restaurant. Oui, c'est son premier. Son premier, là, au Dream, American Dream, là, le gros centre d'achat aux États-unis. Je suis allé avec ma Mais le secret, juste revenir, c'est qui? Parce qu'on s'en va très loin de... Non, mais on explique c'est qui. Il vend des burgers. Oui, mais les burgers, c'est même pas... C'est une joke. Des barres de chocolat aussi. Les burgers, c'est une joke par rapport à son empire médiatique. Le principe de M. B, c'est qu'il vit une vie très normale. Il vit dans une maison très normale. À chaque mois, il vide ses comptes de banque. Il fait une production vidéo de 8 minutes. Tout le profit qu'il fait sur cette production-là, il la remet dans son entreprise, etc. Il vit dans ses studios en passant. Il fait toujours ses studios, il vit dans les studios. Ouais. Il se lève, il travaille, il se couche. Exact. Puis il réinvestit son argent. Exact. Fait que tout ce qu'il veut, lui, c'est... Puis c'est lui qui a comme inventé la recette fonctionnelle de YouTube, des thumbnails, de comment générer de l'intérêt. Son cerveau fonctionne toujours. Tout ce qu'il regarde, c'est toujours, OK, quand il va regarder une vidéo, il va regarder quelque chose qui se passe, il regarde où est-ce que l'intérêt ou les yeux du spectateur peuvent décrocher pour pouvoir optimiser. Il est toujours en mode optimisation. Puis, ce qui est le fun, c'est que quand il réinvestit souvent généreusement dans son auditoire. Puis donc, dernièrement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réinvesti son argent en s'associant à un chirurgien
pour redonner la vue à des gens qui souffraient de cataracte. Si je ne m'abuse, c'est le cataracte. Qui étaient rendus aveugles ou semi-aveugles à cause des problèmes de cataracte. Exact. Qui sont des maladies, en fait, des maladies visuelles qui sont guérissables, en fait. Puis c'est juste que dans beaucoup de pays, c'est pas accessible. Là. Puis là, donc, il y a eu 1000 personnes qui ont retrouvé la vue grâce à cet investissement-là de MrBeast et de ce chirurgien-là. Donc, MrBeast avait pris tous ses profits d'un autre de précédent, puis il a tout réinvesti ça là-dedans. Et là, la polémique actuelle, si c'est le bon terme, je crois, c'est de dire il fait ça juste pour continuer à avoir de la popularité. Fait qu'il a sauvé 1000 personnes d'être aveugles pour la popularité. Puis là, ben, l'autre polémique qui est comme ce que nous, on pense, je crois, là, c'est de dire ta gueule. Ben, c'est ça. Il a sauvé 1000 personnes. Les raisons pour lesquelles il a sauvé 1000 personnes, ça n'a aucune importance. Il n'y a jamais personne avant lui qui a fait ça. Exactement. Je pense que déjà, l'impact est là, peu importe ce serait quoi son motif. Puis je pense qu'au-delà de tout ça, je connais pas la personne, mais au-delà de ses vidéos, il possède des centres de dons. Il a créé ça. Il a créé MrBeast Philanthropies qui redonne énormément à la communauté à l'extérieur de ses vidéos. Fait que je pense qu'il y a quand même un souhait vraiment légitime et profond de redonner, mais sa seule façon de redonner, c'est de recréer de la richesse avec ça. Parce que sinon, je veux dire, il ferait une vidéo, il la filmerait pas, ça serait fini là. Ben oui. Il a grossi sa richesse. Puis là, lui, il dit qu'il veut tout redonner sa richesse maintenant. Je pense qu'il tombe. Mais il le fait au fur et à mesure. Il fait au fur et à mesure. Il n'y en a pas de richesse. Il s'est fait offrir 1 milliard pour la vente de sa chaîne YouTube. De sa chaîne YouTube. En fait, de l'ensemble de ses chaînes. Non, c'est pas toutes les 5 chaînes. Je pensais que c'était l'ensemble des chaînes. Non, c'est 3 chaînes particulières, mais il y en a beaucoup, comme tu disais. Mais il a refusé. Mais il a ça refusé reste quand même 1 milliard de dollars. Ben, c'est ça que les gens, des fois, comprennent pas. Mais souvent, on va l'entendre dans le milieu immobilier, mais quand est-ce que tu vas arrêter d'acheter des immeubles? T'en as pas déjà assez? Mon but, c'est pas de devenir millionnaire, mais mon but, c'est de redonner au suivant. Et pour pouvoir redonner au suivant, je dois créer de la richesse. Puis une des manières, c'est d'acquérir de l'immobilier, entre autres. Dans son cas, lui, c'est au travers de ses plateformes. Et une fois qu'il a créé cette richesse-là, il peut redonner au suivant. Mais si on le fait une fois, je donne ma richesse, puis j'en génère plus, bien, la roue, elle s'arrête après une donation. Alors que si on tweak les affaires comme il faut, bien, la richesse continue d'arriver. Puis c'est pas dans un but de s'enrichir à outrance. Hein, non, s'il reprend l'entièreté de ses richesses ou presque, puis il en garde une partie pour faire continuer de rouler à la roue, mais le reste, il le redonne abondamment, justement au travers d'initiatives comme ça. Puis, je veux dire, on pense quoi, là, que les rubans roses et toutes les autres causes auxquelles les compagnies adhèrent, il n'y a rien de gratuit là-dedans. Là. Les gens redonnent à une cause, mais en quelque part, c'est aussi pour générer des ventes. Encore une fois, pour faire quoi? Bien, continuer de pouvoir donner à d'autres causes. C'est une roue qui doit se faire alimenter. Parce que le jour où tu fais juste donner sans faire rouler la roue avec... c'est comme une fondation qui ne donne pas de salaire. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, même les fondations, là, c'est quoi? Les meilleures fondations au monde, c'est 30% de ce qu'ils reçoivent qui retourne dans les mains. Là, le reste, c'est... Au jeu de la... en don à la vraie cause derrière. Le reste, c'est toute la poussine interne. C'est le même principe, parce qu'il y en a une qui s'appelle Fondation, puis une qui s'appelle Compagnie privée MrBeast. Puis là, on dirait, c'est privé, c'est méchant vu que c'est privé. Mais c'est pas de même, ça marche la vie, tu sais. Ah, mais moi, je pense juste que le monde aime critiquer. Je pense qu'on vit dans une société où est-ce que tout le monde veut juste critiquer. Je pense que il y a plein de vidéos en ce moment qui me font tellement rire, justement, là, qui se foutent un peu de la gueule de cette... puis tu sais, je dirais pas droite puis gauche, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire « c'est la droite, c'est la gauche », mais en fait, c'est tous des chialeux, toute la gang, puis ils chialent sur n'importe qui n'est pas d'accord avec eux autres, ou, tu sais, on vit dans le monde des haters, on a déjà parlé avant. Je pense que ça, c'est la même chose. Je pense que MrBeast, on lit les commentaires, et malheureusement, les gens qui sont d'accord font pas de commentaires. Fait que tu te ramasses avec 30 000 commentaires négatifs et là, les médias embarquent là-dessus et disent tout le monde dit qu'il n'est pas fin parce qu'il n'y a pas de commentaires positifs en dessous de ta vidéo. Oui, parce que les gens, quand ils sont d'accord avec vous autres, ils disent rien. L'encouragement, c'est pas naturel. Hein? Le naturel, c'est de bitcher. Mais je serais curieux de savoir
exemple, le pro-rata au Québec de monde qui chasse sur cette vidéo-là versus aux États-Unis. Parce qu'on a une relation malsaine avec l'argent au Québec. Tu n'as pas le droit de faire de l'argent, tu n'as pas le droit d'être riche. Aux États-Unis, ça existe aussi, mais pas au même ratio. Fait que, tu sais, quand tu regardes ça, c'est comme si... comme s'il travaillait juste 8 heures par jour, comme si l'argent était arrivé par magie, comme si, même s'il avait travaillé fort, l'argent, il n'avait pas le droit de la garder. Ça serait hyper légitime s'il la gardait, là. Il pourrait la dépenser juste à dire, regardez, je vais fabriquer la plus grosse Lamborghini du monde, puis je vais faire du 700. Il pourrait créer du contenu de plein d'autres façons. Mais on dirait que dès que quelqu'un a de l'argent, on se met comme un commun d'accord socialement de dire, s'il y en a, soit il a crassé du monde, ou il faut qu'il leur donne pour son karma parce que l'argent appartient à la population. J'aimerais commenter là-dessus parce que mon constat, c'est ça l'objectif du podcast, mon constat sur le Québec et l'argent n'est pas le même que ce qui est propagé. Je ne crois pas que le problème des Québécois, c'est de vilainiser les gens qui ont de l'argent. Je crois que le problème des Québécois, c'est d'être assis sur leur sofa à chialer après n'importe quoi. Parce que quand tu es comme moi, puis tu es conseiller en marketing ou tu es conseiller en entrepreneuriat, les gens te demandent, OK, qu'est-ce que tu as fait? Combien de compte de banque? Quelle sorte de char tu conduis? C'est quoi la montre que tu portes? Parce que tu es qui, toi, pour me dire comment faire ma business? Puis quand tu arrives avec ta Jag, ta Rolex, puis ton suit, il te regarde croche parce que comment ça que tu as fait cet argent-là, puis t'es qui pour me parler. Puis, fait que, tu sais, je pense pas, j'ai pas l'impression que c'est. Tu sais, on a mis ça là, au Québec, la richesse, mais en fait, c'est pas la richesse, c'est l'autrui. C'est n'importe qui fait n'importe quoi va être jugé. Tu sais, c'est comme on regarde le monde, puis si la personne n'a pas réussi, c'est une loser. Si elle a trop bien réussi, c'est un voleur. Puis si elle est dans le milieu, c'est qu'elle se déniaise pas, qu'elle devrait être riche ou pauvre, mais elle devrait pas être dans le milieu. Tu penses pas qu'il y a une espèce d'héritage culturel de dire, bon, on était un peuple de travailleurs, on se faisait exploiter, blablabla, donc maintenant on se disait, tu es d'accord que tous ceux qui ont de l'argent, c'est ceux qui exploitent les francophones, puis que c'est resté culturellement? Moi, j'ai feeling qu'il y a un fond de ça. Dès que tu fais de l'argent, tu sais, oui, il y a un réseau, tu viens dans toi-même, tu as un réseau d'entrepreneurs, fait que le monde essaie de se pousser vers le haut, mais je veux dire... Dans beaucoup d'entourage, il y a cette vision-là de dire lui, il fait de l'argent, c'est probablement parce qu'il exploite. Là. Je vais répondre à ça. Non. Je pense que c'est l'excuse qu'on se donne. Mais on vient de la France et si tu regardes nos cousins français, les employeurs chiolent sur la paresse des employés, puis les employés chiolent sur l'orgueil des employeurs. Je pense qu'on vient et qu'on a hérité du chiolage inné latino, québécois, franco, machin. Je pense qu'on est des chioleux de nature. Puis les Français, c'est des chioleux de nature. Désolé à tous mes cousins français, mais si on regarde vos journaux, tout le monde chiole après tout le monde. Tu t'inclus dans le lot, là, c'est pas super. Oui, je m'inclus clairement. Oui. Mais donc, je pense pas que c'est une question d'argent. Je crois qu'on est des éternels insatisfaits de ce que les autrui. On se compare et je pense que c'est plus facile de pointer du doigt les gens autour de nous autres que de se regarder dans le miroir, puis qu'on est une société, les Français, Français de France et Français québécois, et peut-être les Français dans les autres pays. Mais en tout cas, jusqu'à présent, ce que je constate, c'est que on peut utiliser l'argument des Anglais, comment ils nous ont persécutés. On a persécuté bien avant. Quand on est arrivé ici avant les Français, c'est nous qui persécutaient. Ben oui, moi je dis pas, c'est comme, pas être d'accord, c'est juste que historiquement, il y a quand même... Oui, alors historiquement, si on recule encore plus loin, c'est quoi notre argument? Pourquoi les Parisiens sont toujours en train de chialer après les gens de la région? Puis pourquoi les gens de la région chialent toujours après les Parisiens? Pourquoi on est toujours en mode comparatif? Je ne sais pas. Moi, je pense pas que c'est l'argent le problème. Je pense que c'est de l'attitude. Oui, mais il y a aussi un phénomène qui s'appelle le tall poppy. Là, quand le coquelicot dépasse dans le champ, là, il faut couper la tête parce qu'il faut que tout soit égal. On dirait qu'il y a beaucoup de ça aussi. C'est comme, faut que tu te fondes dans la masse. Faut pas que tu dépasses trop. Fait qu'il faut pas que tu sois trop en dessous ni trop en haut parce que tu détonnes. Puis ça, je pense que c'est une différence avec la culture américaine où les gens qui se mettent en valeur puis qui réussissent, on dirait que les gens se projettent à dire « Hey, moi aussi, je veux m'en aller là », alors qu'au Québec, on est plus dans l'attitude de dire « Hey,
si moi je réussis pas, reviens à mon niveau, là, parce que c'est comme, faut que Ouais, tout le monde soit C'est mon égal. niveau de Fait confort. que, si on parle historiquement, là, si on voudrait utiliser la même théorie, on peut arriver aussi du fait que nous autres, on est des soldats. La majorité des Québécois arrivent de l'importation des soldats français, puis après ça, puis la majorité des importations anglo-saxons, c'est des criminels qui sont arrivés aux États-Unis. Fait que si on y allait historiquement, comme lui il dit, là, right? Puis qu'on disait, toi tu parlais plutôt par rapport aux Anglais, puis comment on a été un groupe d'ouvriers, mais si on va plus loin, c'est d'où on vient. Bien, nous, ici, les Français, on arrive de l'armée, on arrive, on est c'est ça, on arrive de l'armée, puis on est des batailleurs. Puis de joie aussi. Mais les filles de joie sont venues après, mais oui, en effet. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que, tu sais, les filles de joie, en passant, si vous regardez l'historique, là, c'était pas des prostituées, les filles de joie, ça c'était un mythe aux États-Unis plus. C'était plutôt des femmes très fortes qui avaient besoin d'une dîme, qui avaient des difficultés à se trouver un conjoint en France, puis là, ils sont venus ici. Puis là, j'ai vraiment mis ça à la plus simple expression, là, c'est plus compliqué que ça, là, mais bon. Aux États-Unis, ils mettaient toutes l'Angleterre, ils mettaient tous les puffins sur un bateau puis ils sacraient aux États-Unis. Fait que si on y allait historiquement, eux, c'est coûte que coûte, je vais arriver à ce que je veux. Puis nous, c'est on écoute puis on suit la masse. Right? Si on y allait historiquement, ça ressemble pas mal à ça. Les petits soldats qui font ce qu'ils ont à faire. On a un penchant, les latinos franco, à être. On a un penchant socialiste, right? Si on regarde la direction de la France, qui devient de plus en plus socialiste. Puis si on regarde nous autres, malheureusement, on dirait que l'Ouest canadien nous suit. Là. En tout cas, peut-être pas la population, mais la politique. Mais on a un petit côté socialiste. On pousse toujours. On est comme 15 ans en arrière de ce que la France fait. Puis on arrive en arrière, les Québécois. Fait que, tu sais, comme lui, il dit, par exemple, là, que quand la personne pousse, puis là, tu le chopes pour ça. Mais ça, c'est la théorie du socialisme, c'est ça. Tout le monde est égal, on partage les richesses, tout le monde est pareil. Fait que je trouve ça le fun là, qu'il lui amène ça, puis toi t'amènes ça, parce que je me dis, OK, tu sais, il ne faut pas vénérer la façon de faire des Américains, parce que la façon de faire, c'est de piler sur ce qui tu as besoin de piler pour te rendre où ce que tu veux te rendre. Puis il ne faut pas non plus valoriser nous ce qu'on fait, parce que nous, c'est tout le monde travaille égal, fait égal, ne vit pas au-dessus de ce qu'il y a à vivre. Il doit y avoir un compromis entre les deux, en quelque part. Ben, je pense que tu peux, je pense, être à succès sans le faire au détriment des autres. Pour ma part, c'est ce que je préconise puis que je valorise dans les gens qui m'entourent puis les gens que j'estime être vraiment à réel succès. Ouais. Quand je regarde un Donald Trump qui a fait sa richesse sur le dos de dire « Hey, ton contrat, tu m'avais chargé une pièce, ben je te paye 20 cents dans la pièce, puis le soumis, si tu n'es pas content, c'est pas une façon de faire de la business. C'est me, myself and I, puis malheureusement, il y a plein d'autres gens qui font exactement comme lui. Puis je pense que c'est de courte vue. Oui, tu vas peut-être faire de l'argent à court terme, mais à long terme, on voit des débats dans lesquels il est pris. Alors que lorsque c'est bien fait, puis que c'est dans un but de dire je veux redonner au suivant, puis c'est pas de moi m'enrichir à tout prix, bien, je pense que là, c'est simple, puis je pense que ça peut être bénéfique à tous parce que si j'en fais de l'argent, je suis content de payer de l'impôt, moi, à la fin de l'année, parce que je sais que cet argent-là, il est bien dépensé. Elle sert à des gens qui n'ont pas eu la même chance que j'ai eue, puis je suis content d'en payer pour aider ces gens-là. Je pense que si le système, tu as 100% raison, je suis tellement avec toi. Je pense qu'on chialerait beaucoup moins si nos sous étaient mieux administrés. Par contre, là, c'est là que je te rejoins, c'est que souvent, quand on apprend où est-ce que l'argent se dépense puis comment elle se dépense, on se dit tabarnouche. Il y a des fois, là, si on gérait l'argent public comme on le gérait en entreprise privée, les choses seraient complètement différentes. Là. Ils viennent de racheter là, la tour La Fontaine. Là. Ça va coûter 500 000 par logement pour faire du logement abordable. En construire du neuf coûterait 300 000 à l'entreprise privée. Ça n'a aucun sens. Mais non. Tu dis, on va dépenser de l'argent public pour sauver un immeuble
pour, après ça, charger des loyers de misère qui vont faire que l'immeuble va tomber en décrépitude dans les prochaines années parce qu'ils n'auront pas les moyens de suivre l'entretien qu'il y a à faire dans cet immeuble-là. Puis, au bout du compte, on ne sera pas plus avancé. On va avoir dépensé de l'argent public à gros frais pour maintenir artificiellement des prix qui ne sont pas soutenables. Ouais. Puis tu te dis, ça fait aucun sens. Il n'y a personne qui ferait ça au privé. Tu sais. Parce qu'on n'est pas très. Personne qui est vraiment contre le partage des richesses. Le monde est contre le gaspillage des richesses. Oui, c'est Ça ne exactement te dérange ça. pas de faire le chèque pour les impôts, de payer ça si tu sais que ça va à bonne place. C'est comme tout le reste. C'est comme la religion. C'est comme la politique. Le problème dans toute théorie, c'est le facteur humain. Aussitôt que tu mets un humain dans l'équation, tout l'équilibre, puis la logique, puis ne fonctionne plus. Fait que sur ça, messieurs, merci de cet échange. On va vous voir à la prochaine épisode. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt.